On va enchaîner avec Tobias. Je vais prendre le point. Merci. Donc, merci Delphine pour cette question. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui ai hérité cette question, mais j'ai une petite idée. Effectivement, c'est vraiment super parce que tout ce que vous avez dit, en fait, ça alimente de ce que je vais essayer de vous dire. Et mon diapo ou ma présentation est un peu moins scientifique parce qu'effectivement, on parle de la psychologie du chirurgien. Et alors, pourquoi ça peut être compliqué et j'ai essayé de me mettre, en préparant la topo, à la place d'un chirurgien. Ça peut être compliqué parce que, comme nous, on peut être en difficulté avec une vision tunnel lorsqu'on, par exemple, sur une intubation difficile et qu'on s'entête à intuber le patient, je pense qu'il faut se mettre à la place d'un chirurgien aussi qui a ses intérêts, sa mission, qui est de rendre service au patient et d'aboutir à faire cette chirurgie. Donc il faut vraiment essayer de se mettre à sa place et comprendre pourquoi, et peut-être c'est une situation difficile pour lui et il peut y avoir un effet tunnel. Donc je suis aussi extrêmement sensible, j'avais vu également cette étude que cite Anne sur le stress et l'impact du stress des chirurgiens sur leurs décisions. Donc il faut se mettre à leur place et se mettre dans leur contexte. Ensuite, je pense que c'est vraiment, il y a un piège de se mettre dans une configuration d'opposition. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on reste des partenaires, que notre intérêt commun, c'est le bien du patient et un raisonnement médical. Donc, essayer d'éviter de tomber dans un piège de l'opposition. On est des partenaires, on n'est pas ni Bruce Lee ni Chuck Norris. Ensuite, quand est-ce que la question c'est arrêter un chirurgien, ça veut dire quoi en fait? Il faut l'arrêter. Je pense que si on veut l'arrêter, il faut l'arrêter pour une bonne raison. J'ai une raison. Ça veut dire que j'ai vraiment l'impression que si la poursuite de la chirurgie ou la poursuite de la chirurgie de la façon qu'elle est en cours, elle va vraiment mettre en danger le patient sur le plan vital ou fonctionnel. Donc si je vais engager cette voie, je pense qu'il faut avoir un plan, il faut avoir une question, il faut avoir quelque chose de concret derrière sa tête. Je pense qu'on peut, pareil, en préparant ce topo, je me suis dit il y a probablement plusieurs configurations. Il y a le risque hémorragique et Anne, elle a tout exposé, les facteurs de risque, je ne vais pas les reprendre, c'était super. Mais en termes pragmatiques, il y a quand même les situations plutôt à gauche, ça veut dire que c'est attendu prévisible, je suis dans une configuration où c'est attendu prévisible, soit parce que c'est une urgence, par exemple la traumato, et je sais que le patient est très instable, il arrive très instable, je sais qu'il va saigner, je sais qu'il va être transfusé, et on va aller au bloc parce qu'il saigne, ou ça peut être une chirurgie d'urgence, on verra ça tout à l'heure, ou une chirurgie programmée, pareil, Anne, elle a évoqué toutes les configurations qui permettent d'anticiper et quantifier ce risque. Après, il y a la situation où c'est pas ou peu prévisible, ou même totalement imprévisible. Dans la situation du trauma de damage control, effectivement, c'est assez attendu. Il y a des critères qui sont assez bien validés dans la littérature, avec un choc persistant réfractaire à la transfusion, à l'expansion, l'acidose, la coagulopathie, l'hypothermie, l'âge, le Glasgow. Il y a même les Japonais qui ont récemment publié un score, le DECID score, où globalement ils valident sur une cohorte de dérivation et une cohorte de validation les critères qu'on connaît de la littérature. Il y a aussi le score de l'outil décisionnel de Sophie Amanda du Red Flag qui permet de très bien quantifier le risque d'avoir besoin d'un contrôle hémorragique ou une transfusion sur des critères très simples préhospitalières. Mais ce qui est important, c'est que cette quantification, cette anticipation, on revient, vous voyez, on se répète tous les trois, mais c'est vraiment un élément clé. Cette anticipation, à mon avis, elle doit aboutir à une sorte de contrat. Ça veut dire qu'en situation de chirurgie à trauma, damage control, ou une situation d'urgence avec un risque hémorragique, je pense que c'est très important d'avoir un contrat avec le chirurgien. On revient au principe du partenariat avec un plan, des objectifs, et de limiter la durée de la chirurgie qui doit être hémostatique avant tout, et d'éviter que le patient il passe 8 heures au bloc opératoire pour une DPC dans un contexte de traumato. Pour la chirurgie programmée, pareil, je répète vraiment juste ce que Anne a déjà dit, c'est-à-dire quantifier le risque hémorragique ensemble, l'anticiper, et donc c'est plutôt, je pense que les moments clés, et ça c'est séquentiel, c'est itératif, c'est pas un seul moment.
On avait fait un travail à Beaujon il y a fort longtemps, dans une autre vie, où on avait essayé de quantifier ça sur un staff hebdomadaire en chirurgie digestive lourde. Et effectivement, donc il y a un premier niveau d'anticipation. Et après, effectivement, au bloc opératoire, pareil, on a déjà vu la checklist de l'OMS. C'est vraiment un moment important pour reposer la question ensemble. Et à mon avis, ce qui est primordial, c'est d'avoir un plan A, B et C. Ça veut dire que sur ces chirurgies programmées, c'est une fois qu'on a anticipé, on se dit vraiment, si vraiment ça saigne, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le plan? Donc on reste toujours dans le principe de l'anticipation. Et maintenant, vous vous souvenez de l'algorithme ou de l'arbre qu'on a vu à gauche, c'est vraiment pas attendu et il y a un truc qui se passe je sais pas, on met le trocar de la cœlioscopie dans l'aorte et ça saigne. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est un peu plus compliqué. Je pense que sur le plan psychologique pour tout le monde, parce que quand on est pris au dépourvu, c'est toujours plus compliqué. En situation d'urgence, il y a des critères aussi pour la chirurgie. Par exemple, ici, un exemple de laporotomie avec des critères qui permettent de prédire ce risque. Ça veut dire que, là encore, anticiper, et on retrouve, c'est du bon sens, c'est l'hypothermie, c'est la coagulopathie, c'est l'acidose. Donc plus que les patients sont malades, plus ils sont graves, plus qu'ils ont un risque de saignement, d'hémorragie péropératoire. Mais comment faire vraiment quand on est dans la situation et le chirurgien, il est dans le tunnel qu'on a évoqué. Et il y a un élément qui, pour moi, primordial, c'est que même si on est dans un monde de bisounours, on a tous nos personnalités, premièrement, et surtout, on est il peut y avoir un gradient d'hiérarchie qu'il faut tenir compte, qui peut être des deux côtés. Ça peut être un gradient d'hiérarchie, c'est le chirurgien qui peut être plus senior ou universitaire, ou inversement l'anesthésiste. Et ce gradient d'hiérarchie, il joue énormément. C'est un très beau papier du British Journal 2013. Il faut le prendre en compte parce que ça va jouer dans le rapport de force. Il ne faut pas se leurrer. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il faut l'intégrer. Et donc l'assertivité, c'est un concept qui est plutôt recommandé dans la littérature dans le rapport des paramédicaux versus des médecins, mais on peut être dans le gradient de hiérarchie, on peut être dans la même situation. Et donc, ce qui est recommandé dans ces situations pour éviter qu'elles deviennent conflictuelles, c'est effectivement une échelle de communication, d'escalade de communication, avec un premier niveau qui permet de sonder, de dire au chirurgien, là il y a quelque chose qui se passe, est-ce que tu ne trouves pas que ça saigne plus que d'habitude ou que ça sointe, comme dit Anne. Un deuxième niveau qui est alerté, on retrouve l'alerté qu'on a vu dans la deuxième présentation, et vraiment d'alerter sur quelque chose qui se passe concrètement, un saignement qui est très important, défier concrètement, troisième étape, en disant, là je vais faire venir du sang, il y a un problème, à mon avis il faut qu'on change de chirurgie, il y a un vrai problème. Et le quatrième étape, c'est l'urgence, là je m'impose, vraiment je m'impose. Et dans ces cas-là, notamment quand il y a un gradient d'hiérarchie, je pense qu'il faut, comme toute situation difficile, pas éviter à faire venir de l'aide, soit un autre chirurgien qui peut être, ou un autre anesthésiste comme médiateur. En conclusion, donc rapidement, on a revu, il y a différents types de configurations, notamment aussi quand c'est attendu en situation d'urgence ou traumato, partir sur un plan au bloc opératoire. On a vu le principe de quantifier, anticiper le risque hémorragique en chirurgie réglée et l'échelle d'assertivité graduée. Merci beaucoup. Merci Tobias. Je vais réfléchir si je te vois plus en Bruce Lee ou en Chuck Norris, je te dirai après. Bon, là encore, c'est anticiper, c'est discuter, c'est faire confiance. Et quand le langage assertif ne marche plus, avant de pleurer ou d'en venir aux mains, tu as une dernière solution ? J'ai pas de solution. Ça va être très contextuel. Et je pense faire venir quelqu'un, un autre chirurgien, peut-être plus senior, ou une personne à qui le collègue fait confiance. Je pense que c'est ça qui est important, c'est la confiance. Et tu l'as déjà aussi tout à l'heure, c'est-à-dire il faut faire confiance au chirurgien. Quand ça sointe, ça sointe. Et cette confiance, elle se construit au quotidien. Donc lorsque on a réussi, et c'est un travail, ces situations sont plus simples à résoudre quand on a déjà construit une confiance au quotidien. Et donc on peut se dire les choses. Parce que c'est vrai qu'heureusement, ces situations sont rares.